Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, à chaque élection désormais, c'est la même rengaine, la même formule journalistique toute faite et toute prête, et politique d'ailleurs aussi, faut le dire. Le premier parti de France, c'est l'abstention. Cette fois-ci encore, ça n'a pas raté, ça a même augmenté, comme à chaque fois d'ailleurs. Dimanche dernier, 52,49% des inscrits ne se sont pas rendus aux urnes. C'est la plus forte abstention et donc la plus faible participation au premier tour des législatives de toute la Ve République, en recul de 1,2 points par rapport à 2017. Alors une abstention qui pose quand même de vraies grandes questions. Quand la future majorité à l'Assemblée est élue par moins de 15% des inscrits, que vaut encore cette voix parlementaire ? Comment comprendre encore face aux mesures liberticides qu'on a beaucoup dénoncées ici, prises par le gouvernement dans ce dernier mandat, face aux mesures coercitives, face aux mensonges, face à l'incurie? Comment comprendre que les Français ne se ruent pas aux urnes pour voter contre cette gouvernance? Est-ce que les Français sont satisfaits et en demandent toujours plus, rassurés par le ronron de la télé qui leur dit que c'est toujours bien joué? Ou est-ce qu'ils sont dégoûtés au point de ne plus rien attendre, au point de réaliser une sécession démocratique, nouveau traité du rebelle? Comment comprendre cette abstention? Eh bien pour cela, je suis avec deux personnes qui ne sont pas d'accord. Bonjour André Berkoff. Bonjour Clémence. Vous êtes journaliste, écrivain, éditorialiste et vous animez une tranche bien célèbre sur une radio bien célèbre au logo rouge de midi à 14h. Vous êtes également co-auteur de ce livre Abstention, piège à con, dernier virage avant la démocrature aux éditions Max Milo, coécrit avec Stéphane Guyot et Philippe Pasco. Et en face de vous, André Berkoff, nous sommes avec Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Clémence, bonjour André. Vous êtes fondateur de Putsch Média, journaliste indépendant également. Et si l'on en croit le livre de André Berkoff, vous êtes un con. Assumez. Non, on va en discuter, on va en discuter. C'est pas aussi, aussi rhétorique que ça, mais on va en discuter avec André. Pour poser les bases, je crois qu'on a eu une discussion au téléphone et vous défendez cette abstention, vous la comprenez et peut-être même que vous y avez participé. Je dis pas que je la défends, je dis simplement que j'essaie de la comprendre. Voilà, à plusieurs niveaux, tout simplement. Et mais je peux vous poser une question un peu... Oui, vous êtes allé vous voter ou pas ? Ah oui, je suis allé voter moi. Ah oui, d'accord. Je suis allé voter et j'y retournerai très certainement dimanche, voilà, dans mon petit bureau de vote. D'accord. Alors comment vous pouvez, on va commencer par ça, Nicolas Vidal, comment vous pouvez comprendre, en tout cas, ou tenter d'expliquer cette abstention? Moi, je pense que l'abstention, c'est vraiment une dislocation de la démocratie. C'est une partie de la population, finalement, qui ne croit plus à la politique et même, pire, à nos institutions. Donc, il y a bien entendu une partie de la population qu'on a toujours appelé d'ailleurs les pêcheurs à la ligne. Ceux qui s'en moquent, ceux qui s'en foutent et finalement qui considèrent la politique comme un hobby dont ils ne sont pas les utilisateurs et les faiseurs, bien entendu, ou les pratiquants, pardon. Et après, il y a toute une partie, c'est l'autre partie de la population, 53%, Clémence, qui ne sont pas, de personnes qui ne sont pas allées voter, bien entendu. D'ailleurs, personne n'en parle sur les plateaux. Ça fait 3 jours qu'on nous bassine, mais on nous fait des petits jeux politiques depuis 3 jours. Qui a gagné? Quelles sont les forces politiques? La réalité, c'est que Macron, c'est 12, Mélenchon, c'est 12% sur les gens qui sont allés voter, bien entendu. Et ce qui, j'essaie de comprendre, moi, par rapport à... Je ne défends pas l'abstention parce que, effectivement, on en parlera avec André là-dessus, mais j'essaie de le comprendre parce que j'ai l'impression aussi qu'on est vraiment dans une dislocation, je l'ai déjà dit, et que ça pose le problème de la démocratie et qu'on arrive de plus en plus dans ce que appelle Chantal Delsol la tyrannie soft ou la tyrannie soft ou le totalitarisme soft, pardon, et qui est extrêmement dangereuse. Et je voudrais effectivement qu'on puisse réfléchir sur les conséquences de cette abstention et surtout sur l'avenir de ce qui fait notre avenir en commun, sur l'avenir de ce qui fait notre démocratie, sur l'avenir de ce totalitarisme aussi qu'on est en train de voir. Oui, mais comment, pardon, mais alors là, comment on peut faire, et je me tourne vers André Berkoff, pour comprendre, justifier cette abstention, alors même qu'on vit dans une montée, pas totalitariste, mais tout de même coercitive et liberticide, André Berkoff? Je crois qu'on est arrivé en fin de cycle. Parce que moi aussi, évidemment, abstention, piège à con, c'est une espèce d'admonétation un peu provocatrice. Le problème, ce n'est pas que la démocratie, qu'en se ruant vers les urnes, ça va tout résoudre, mais quand même, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi, à part effectivement ce que Nicolas appelle les pêcheurs à la ligne, ça a toujours existé,
Pourquoi on en est là? Pourquoi on en est à 53% d'abstention? C'est parce que aujourd'hui, les gens sont persuadés, enfin beaucoup en tout cas sont persuadés, qu'ils aillent voter ou pas, ça ne changera rien. C'est-à-dire que le mode vraiment, il faut remonter à ça. Le système qui a été créé par le général de Gaulle, mais qui lui allait comme un gant, eu égard à sa taille, quand je parle à sa taille, je parle aussi à la taille de ses neurones, qui était le système de la présidentialisation, de l'élection au suffrage universel, etc., etc. 50 ans après, ou plus de 50 ans après, a été totalement, effectivement, aujourd'hui, nous en sommes à la caricature. Et pas seulement Macron, hein, mais même les prédécesseurs de Macron. Hein, faut pas... Macron simplement amplifie de façon comprimée, chauffée à blanc ce qui se passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'impression qu'on a eue depuis des décennies, en tout cas, c'est, à part les périodes de cohabitation, mais qui n'ont pas changé grand-chose, Parlement godillot, justice, c'est pas très bien avec le parquet, disons, un peu dépendant du gouvernement, du ministre de la Justice du temps, et vous avez l'impression qu'au fond, quoi qu'il se passe, rien ne changera. En tout cas, pour beaucoup de gens, rien ne changera. Et donc, ça provoque aujourd'hui quelque chose de très fort. Et d'ailleurs, je vais vous dire en quoi, moi, je crois que dimanche, quand on va avoir des surprises, en quel sens? Pourquoi actuellement le coup de Mélenchon, qui a fait son mini-Mitterrand avec son mini-programme commun, a réussi? Pourquoi? Pour une raison très simple. Il y a des gens qui vont aller voter en disant, écoutez, on veut plus de Macron, même s'ils n'aiment pas Mélenchon, ils vont faire en se bouchant le nez, ils vont peut-être le faire. C'est-à-dire, en gros, nous assistons à vraiment une espèce d'atonie, une espèce d'entropie du phénomène démocratique, de la démocratie représentative, pour deux choses, et je finis là-dessus, on va discuter, c'est qu'il y avait le référendum qui est dans l'article 3 de la Constitution égal à l'élection des députés et des sénateurs. Le référendum, on a su ce qui s'est passé depuis 2005, terminé, on en parle, mais on ne le fera pas. On ne l'appliquera pas. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que vous avez aujourd'hui une espèce d'impuissance et de cynisme résigné qui fait que, écoutez, oui, effectivement, et moi aussi, de ce point de vue, je comprends. Je n'approuve pas, mais je comprends. Ça veut dire, écoutez, il n'y a rien à faire. Circuler, il n'y a rien à voir, nous dit-on, du matin au soir. Donc, écoutez, je vais aller soit à la pêche, soit ailleurs, il fait beau, et puis voilà. Et ça, pour moi, c'est effectivement extrêmement préoccupant, parce que l'alternative, on le sait très bien, c'est la rue. Voilà. Pour illustrer vos propos, vous dites on verra sûrement des personnes qui iront voter pour la NUPS, même s'ils ne sont pas de ce camp-là. On a remarqué le sénateur Alain Houpert qui faisait cette annonce, un sénateur LR, qui a dit qu'il allait soutenir, voter pour un candidat NUPS, même mélenchoniste, je crois, de la France Insoumise. Ce qui est assez étonnant venant de Alain Houpert. Voilà, mais en effet, pour lui, il faut que l'opposition soit forte, donc ça va dans votre sens, André Berkoff. Il est 8h, on fait un rapide point sur les informations. Et on reprend cette discussion. Je me tourne vers Alexandre Colby. Ligne droite. Chevalier de la table ronde. Oui, non, non. La table ronde. Et aujourd'hui, mes deux chevaliers de la table ronde sont André Berkoff, journaliste, écrivain, éditorialiste à Sud Radio de midi à 14h, co-auteur de ce livre Abstention, Piège à con, dernier virage avant la démocrature, aux éditions Max Milo. Et puis Nicolas Vidal, que vous connaissez bien ici, notre partenaire et journaliste indépendant et fondateur de Putsch Média. Je voudrais reprendre les propos d'André Berkoff concernant cette révolte en fait qu'il peut y avoir et cette envie de monter une opposition au gouvernement actuel. Et c'est là où se trouve tout le paradoxe en fait de cette situation de l'abstention, puisque d'après les enquêtes d'opinion, je peux citer Ipsos par exemple, publié dimanche, ce sont les jeunes, les plus jeunes qui ne se sont pas mobilisés, donc 69% des 18-24 ans et 71% des 25-34 ans qui ne sont pas allés aux urnes. Et il se trouve que c'est également l'électorat de Jean-Luc Mélenchon et celui de Marine Le Pen. Alors comment comprendre que ces personnes qui sont les plus dans l'opposition au gouvernement actuel sont celles qui sont allées le moins voter? C'est vraiment le paradoxe que je ne comprends pas. On va commencer par André Berkoff. Écoutez, ce paradoxe est apparent. Quand on parle, d'abord, il y a une chose, vous dites, Clémence, oui, les jeunes sont plutôt Mélenchon et Le Pen. Bon, il y a aussi beaucoup de jeunes
comment dire, diplômés CSP+, des métropoles actives, selon l'expression de Christophe Guilluy, des métropoles mondialisées et actives, qui votent aussi Macron. Faut pas non plus, voilà. Alors bien sûr, ce sont les boomers. Mais revenons au fond. Au fond, il y a encore une fois cette histoire de la tonie démocratique. Il y a incontestablement en France, depuis encore une fois des années, quelque chose qui a vraiment tendu à... Vous savez, il y avait avant des projets collectifs, c'est-à-dire que du temps même de Mitterrand, vous aviez le programme commun de la gauche, vous aviez le Parti communiste qui faisait encore 20%, sinon 25%. Vous aviez encore des projets de société économiques et sociaux, etc., qui étaient là. Là, aujourd'hui, vous avez quoi? Vous avez effectivement, je dirais, un ersatz de libéralisme avec Macron et un ersatz de gauchisme, enfin, donc, en tout cas de programme commun de la gauche, avec Mélenchon. C'est-à-dire, vous savez, c'est vraiment, je pense à la phrase de Marx quand il disait qu'avant l'histoire, les événements se passent d'abord dans le mode tragique et ensuite dans le mode farce. Il y a un côté, malheureusement, parce que on le vit pas du tout dans une farce, mais il y a un côté parodie, je dirais, et un côté parodie assez tragique d'ailleurs de la situation. Et donc, les gens se disent, voilà, écoutez, il y a un théâtre, on voit la scène, on la voit à la télé, du matin au soir, qui nous donne les mêmes informations, les mêmes choses. Et puis nous, bon, écoutez, on est dans le théâtre, mais au fond, est-ce que ça nous concerne ou pas? Voilà. Et ils pensent, en tout cas 53%, vous dites d'entre eux, pensent que ça ne les concerne pas, législative quand même, c'est pas rien. Eh bien, ils quittent la scène, où ils sont dehors, et je dirais, tant que le frigo sera plein, ils se diront, bon, ça va, ça tient. Il y a eu les Gilets jaunes ont tenu ce qu'ils ont tenu, ils vont peut-être reparaître à la puissance 10, mais aujourd'hui, il est là le problème, et je terminerai juste là-dessus. En fait, non pas la solution, mais l'intervention de ce qui se passe à l'extérieur, avec la hausse du coût de la vie, avec la hausse des prix de l'essence, des produits, du gaz, du pétrole, etc., avec la hausse du blé, etc., c'est peut-être là, et je ne le souhaite pas, mais que viendraient les choses, parce que qui peut souhaiter effectivement que les frigos soient vides. Mais il est là le problème. Mais est-ce que justement vous parliez des gilets jaunes qui sont allés, on le sait bien, tous les dimanches dans les rues, sur les ronds-points, etc. Est-ce que la tendance n'est pas pour ces personnes un peu révoltées de vouloir régler les choses dans les rues comme les gilets jaunes plutôt que dans les urnes, Nicolas Vidal? Oui, c'est le risque. Mais vous savez, je crois qu'il faut relire Alexis de Tocqueville. Il faut bien comprendre que la démocratie, c'est quelque chose de très, très complexe. Et pour moi, il y a deux phénomènes qui s'opposent à ça. D'une part, il y a une volonté, pendant 30 ans, du pouvoir politique, quel qu'il soit, d'abrutir les gens, d'en faire des tubes digestifs. Finalement, on est passé à une atomisation de l'individu. L'hédonisme, le plaisir, les jeux télévisés. Donc, finalement, on les a dépossédés de leur propre citoyenneté. Ça, c'est extrêmement important parce que je pense qu'aujourd'hui, on vous a parlé des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes, ils lisent plus les classiques de la littérature française ou d'autres livres structurants. Ils sont sur TikTok. Donc, déjà, ça pose un vrai problème. Et peut-être qu'on peut chercher de ce côté-là sur l'abstention et même le déni de la démocratie. Et puis ensuite, après, il y a une partie des Français, et André en a parlé à juste titre, les Gilets jaunes, ils ont senti qu'on les avait dépossédés de leur citoyenneté. On les a dépossédés et au-delà de là, ils ont aussi compris qu'on avait incarcéré les Français dans des traités européens, dans une nébuleuse supranationale également, dont ils n'ont plus rien à dire. Troisième élément, que pèse aujourd'hui, chers amis, l'Assemblée nationale en termes de contre-pouvoir? Que pèse-t-elle? Entre 70 et 80% des lois qui sont prises à l'Assemblée nationale émanent directement de Bruxelles. Donc ça, c'est des questions qui sont extrêmement, extrêmement importantes parce que les gens, pour ceux qui s'intéressent aujourd'hui et ceux qui ne sont pas allés voter, parce qu'ils ont compris qu'à un moment donné, et je reprendrai le terme d'André, c'est une véritable théâtre, et j'y ajouterai la mascarade démocratique. Finalement, on a essayé de déposséder les Français de leur citoyenneté. On décide pour eux en permanence. C'est un véritable théâtre d'ombre. Pourquoi? Parce qu'il y a une cause à ça. Moi, c'est mon analyse. Il y a une cause à tout ça. C'est pas fait comme ça. C'est pas un cheminement comme ça. C'est surtout qu'à un moment donné, Emmanuel Macron, lui, mais plus que les autres, mais aussi un peu les autres. Et d'ailleurs, il faut toujours reparler du traité constitutionnel 2005, où on a revoté en 2000, ou par contre, on n'a pas voté. En 2008, Sarko et la gauche nous ont fait passer ce traité de Lisbonne, auquel les Français ont dit non à 54%. Ouais. Là, c'est un viol démocratique. Ouais. Là, vous basculez.
vous basculez. Donc finalement, on s'est rendu compte, c'est la plupart des Français qui essayent de s'intéresser, et qui aussi se sont intéressés parce qu'ils se sont précarisés, parce que l'intérêt de la politique, de la citoyenneté, il vient aussi de la précarisation. Donc finalement, les gens ont compris, il y a eu ce basculement, et ensuite vous avez eu les Gilets jaunes. Donc les Gilets jaunes, eux, c'est les alertes, c'est les lanceurs d'alerte. C'est la résultante d'une perte de confiance. Ouais, c'est les lanceurs d'alerte. Alors je finis là-dessus sur les causes. Pourquoi ? Parce que finalement, Emmanuel Macron et les autres, et je le répète, surtout Emmanuel Macron, il essaye de faire passer la France sous les fourches godines de la mondialisation, d'un marché ouvert. Et qu'est-ce qu'il faut pour faire marcher un marché, justement ? Il faut des consommateurs, il faut des tubes digestifs. Donc moins les gens réfléchissent, plus les gens consomment, moins ils sont en alerte finalement sur ces questions de citoyenneté. Pour certains, ils s'en foutent. Pour la plupart, ils subissent. Et finalement, la démocratie n'est qu'un théâtre d'ombre. Regardez le Conseil national de la refondation. Mais quelle escroquerie démocratique. Mais Emmanuel Macron se fout de nous et il prend les Français pour des jambons. On l'a vu pour le Stade de France. Et après, vous avez la troisième langue. On a traité Lisbonne, on en a parlé. Gilets jaunes, on en a parlé. Et vous avez eu la crise sanitaire. Et alors, la crise sanitaire, c'est formidable parce que finalement, une partie des Français, nous avons accepté communément au début, pour le moins, même si nous avons beaucoup tiqué sur cette antenne chez André ou chez d'autres, finalement, c'est la restriction de liberté et ce postulat qu'on a vissé dans la tête des Français que l'État était là pour le bien des Français. La réalité, c'est pas ça, parce qu'il y a une divergence aujourd'hui d'intérêts entre une élite politique, médiatique, économique et l'avenir des Français. Et bien sûr, quelle était l'équation ? Quel est le point de blocage ? C'est la souveraineté des Français, la souveraineté du peuple. Donc Emmanuel Macron, depuis 2017, heureusement qu'il n'est pas là depuis 2007, mais bon, peu importe, il nous a fait le discours de la Sorbonne, on parle de la souveraineté européenne. Donc ça, c'est la fin de la bobine où on essaye maintenant à coup de LBD, et d'ailleurs, je le note ici, je l'ai lu, Emmanuel Macron a commandé 90 blindés nouvelle génération à la gendarmerie qui ont été livrés pour une partie maintenant, pour le maintien de l'ordre. Vous allez aller voir ce que c'est des blindés qui s'appellent Alive. Vous allez voir, c'est assez sympa. Donc vous voyez comment Emmanuel Macron prépare la démocratie 2022. Et pour finir là-dessus, là, on essaye vraiment de ne plus jouer en démocratie, faire un théâtre d'ombre et de continuer à faire passer la France sous les fourches cordines de la mondialisation. Et ça passe, bien entendu, par des tubes digestifs et des gens, surtout, Clémence, qui ne réfléchissent plus. Et donc, bien entendu, vous l'avez dit, je crois que pour la classe politique, l'abstention les arrange beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a compris, et puis ce décalage est intéressant entre le supranational et le national, le fait que de toute façon, même si on allait voter pour l'Assemblée, de toute façon, ça se passe encore au-dessus. Donc ça, c'est très intéressant. Je voudrais quand même... Il y a quand même des personnes qui se sont présentées. Encore, je comprends, pour la présidentielle, on a l'impression que finalement, tout cela sont des, entre guillemets, des achetés, des boutiquiers, etc. Mais là, pour les législatives, il y avait des étiquettes, des étiquettes sans parti. Vous-même, André Berkoff en a reçu, nous aussi à cette antenne. Il y avait des sans parti, il y avait des citoyens, des mouvements citoyens, il y avait des candidats vraiment sincères. Et c'est là aussi où on se pose cette question, même vis-à-vis de ces candidats, qui, eux, ont tout donné pour avoir une représentation différente. André Berkoff, vous comprenez ça aussi, le fait que pourquoi on retourne toujours à la gamelle vers les gros partis alors qu'on avait des candidats sans étiquette ou alors avec des étiquettes moins connues et qui n'ont pas pu percer alors que peut-être que ceux-là avaient vraiment quelque chose à faire à l'Assemblée. Oui, mais Clémence, la gamelle tient le nerf de la guerre. Pourquoi ? Eh bien, c'est très simple. Rappelez-vous, deux choses d'abord. Les élections législatives, à partir du moment où on les a fait passer après l'élection présidentielle, et tout de suite après, ça a tout changé. Tout. Enfin, beaucoup de choses. C'est-à-dire, avant, vous aviez effectivement un découplage entre les législatives et les présidentielles. Aujourd'hui, les présidentielles, c'était Chirac-Jospin, donnez au président de la République, au nouveau président de la République, frais et moulu, merveilleux, vierge et incorruptible, donnez-lui les moyens d'exercer son pouvoir, évidemment pour votre bien. Donc, voilà, on élit et on l'a vu. Vous savez très 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 bien qu'en 2017, on en remettait 3 chèvres et 4 sangliers avec l'étiquette LREM, et ben il passait. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Tout le monde, voilà, c'est clair, hein, et on l'a vu. Donc, et ce n'est pas encore une fois valable que pour Macron. Il y a eu ce changement. Donc, deuxièmement, le nerf de la guerre, effectivement, c'est l'entourage. On voit très bien. Regardez, quelqu'un que vous avez reçu, qu'on connaît bien, c'est Martine Bonner. Oui. Martine Bonner, qui avait fait en 2017, vous savez, la députée du Marin, qui avait fait en 2017, elle avait fait 54% second tour, 45% elle était LREM. Hein. Oui. Puis elle a été exclue de LREM en 2020. Et là, la même Martine Bonner, quand même, qui est ce qu'elle est, qui on pense, qui a quand même pris des positions
courageuse du point de vue de la gestion du Covid, eh bien, a été à 4,5% ou 5%. C'est-à-dire que le poids des étiquettes est extrêmement fort parce que encore une fois, aux législatives, je crois que beaucoup de gens, quand ils vont voter, votent pour des partis. Et encore une fois, je reviens à ça, il ne faut pas le négliger. Le coup de Mélenchon a été très fort. Qu'est-ce qu'il a dit en fait? Regardez, les 4 composantes de la NUPS, ils font pas plus que ce qu'ils n'ont fait au présidentiel, même plutôt moins. Et moins qu'au législatif, vous savez, vous l'avez dit. Bon, seulement, le truc formidable, c'est de dire, attendez, programme commun. Il a pris des leçons de son maître Mitterrand et il s'est dit, écoutez, tout seul, vous faites rien. Moi, je suis devant vous et très, très loin devant vous. Donc, vous allez vous réunir sous ma bannière et vous allez voir. Et effectivement, NUPS va faire, je ne dis pas qu'il va avoir la majorité, mais il va faire un nombre très confortable de députés par rapport à ce qu'il était en 2017. Voilà. Donc, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est un autre problème. Les partis dont on avait dit qu'ils étaient finis, eh bien, ils peuvent arriver à se refaire en formation, justement, en faisant un charter, un charter collectif, et se retrouver. Surtout, encore une fois, on revient sur fond d'abstention, sur fond, alors on peut appeler ce qu'on veut, est-ce que les Français s'en foutent, est-ce que ceci, est-ce que cela, parce que aussi la responsabilité des Français, très joli, oui, on les a traités ceci, on les applique, on les a fait cela. Il n'empêche que, écoutez, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. C'est là où on se dit, on s'en fout, et très bien, sauf que tout le monde sait que si vous ne vous occupez pas de politique, la politique, elle s'occupera de vous. Oui. Donc voilà, il faut être quand même très lucide là-dessus. Est-ce que ce retour des partis, finalement, et des confédérations de partis, on va dire, est-ce que c'est pas lié aussi à ce scrutin, ce sera aussi notre sujet à 8h30, mais le scrutin majoritaire nous force finalement à faire partie à intégrer les gros partis. Oui, juste un mot. Moi, je crois que, je vais vous dire, de toute façon, il y aura beaucoup de choses à changer dans un système vraiment qui est en fin de parcours, qui est encore une fois en soins palliatifs, mais il peut durer, les soins palliatifs, ça peut très très bien marcher et durer en tout cas quelques temps. Je crois que déjà, s'il y avait un scrutin majoritaire, mettons à un tour, je ne sais pas si on parlait de la proportionnelle, on ne va pas lancer dans cette discussion proportionnelle scrutin majoritaire, il n'empêche que, franchement, s'il y avait un scrutin majoritaire à un tour, au moins les gens seraient obligés de choisir tout de suite et de ne pas faire ces marchandises et tractations que nous avons du matin au soir. Et je crois que ce serait déjà un petit progrès, en tout cas. Ce serait la règle du one man ou one vote, comme on dit aux États-Unis, notamment. Exactement. Nicolas Vidal. Moi, je n'ai jamais les jeux de chimène pour le peuple, et André a raison de le rappeler. Bien entendu, il faut aussi noter qu'il y a eu un effondrement de l'éducation, un effondrement de la citoyenneté, et qu'il y a des gens qui se laissent aller. En plus de ça, il y a eu un narratif officiel depuis de longues années, et aujourd'hui, on a un narratif officiel écolo, wokiste, non identitaire, en fait, tous ces sujets-là. On a vu aussi sur le Covid, vous êtes vite mis au banc de la société. Et bien entendu, ce narratif-là, il est fait pour soumettre une partie de la population qui a bien envie aussi de se soumettre. Ce qu'on appelle la servitude volontaire d'une partie de la population. Et c'est aussi ça qui m'intrigue, moi. C'est cette volonté d'y retourner, là, quand même. On redonne des billes aux personnes qui nous ont soumises pendant si longtemps. Quand vous avez un Véran qui fait dans la première circo de l'Isère, dans le premier circo de l'Isère, un Véran qui fait 40,1%, même plus que ça, vous avez à un moment donné, encore faut-il voir le nombre de voix qu'il a eu, Olivier Varian, là-dessus. Mais je veux dire, à partir de là, c'est que le narratif et la propagande a marché parce qu'une partie de la population s'en fout et elle est responsable de s'en foutre, bien entendu, et qu'aussi il y a eu un effondrement depuis 30 ans et un abrutissement de l'éducation, de la citoyenneté, de l'apprentissage. Il y a un rôle des médias également. De l'émancipation et du libre arbitre. Et des médias, bien entendu, des grands médias. Quand je parle du narratif de propagande, il y a aussi les grands médias qui roulent pour cette élite. Et bien entendu, il y a des Français qui sont la bouche ouverte, dans la béquille, et je suis assez d'accord avec André, j'ai bien changé sur ce sujet, comme quoi vous voyez, je pense qu'à un moment donné, il y a des gens il faudra attendre qu'ils aient le frigo vide, vraiment pour ressortir, parce que là, aujourd'hui, ils ont le canapé, le Netflix, et puis ils estiment que, pour l'instant, c'est la tyrannie du présent, et la tyrannie du présent, c'est la fin de l'intelligence, voilà.
Eh ben, comme ça, on est réglé, franchement. Non, mais la question qui s'ouvre, on commence à la toucher discrètement en parlant du scrutin majoritaire à un tour. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, pour soit réveiller ces endormis de la politique, soit changer le mode de scrutin, je ne sais pas. André Berkoff, selon vous, qu'est-ce qui pourrait... c'est quoi? C'est la fin? C'est le changement de scrutin? Qu'est-ce qui pourrait réveiller les endormis, là? Je vais vous dire, s'il y avait Clémence, s'il y avait une solution, et Nicolas, il le sait aussi, s'il y avait une solution magique, un lapin à sortir du chapeau, je pense qu'on l'aurait déjà fait. En fait, ce qui est, d'ailleurs, c'est pas très réjouissant, mais enfin, il faut le dire. Il y a eu 2 générations qui ont oublié ce que Raymond Aron disait de Giscard en lui reprochant, qui ont oublié que l'histoire était tragique. Oui. Que, vous savez, on a eu, et comment le pas d'ailleurs, on va pas le regretter, on a eu quand même 70 ans, voilà, d'abord les 30 glorieuses, il y a eu les 30 piteuses, mais quand même les 30 glorieuses étaient toujours là, tout allait bien, etc. L'Europe était encore, non pas le centre du monde, mais enfin faisait partie de cet Occident absolument qui régnait. Vous avez eu tout ça, c'est-à-dire, et puis les guerres, c'était périphérique, hein, c'était loin, bien sûr qu'il y avait des guerres, mais pas près de chez nous. Là, ça change un peu en ce moment. Mais c'est ça qu'il y a eu. C'est-à-dire, il y a eu, et c'est vrai que ça rejoint ce que dit Nicolas, il y a eu quoi? Il y a eu le fait que je dis, bon, écoutez, tout va bien. Et en fait, le fond du problème, c'est écoutez, de quoi vous vous plaignez? Encore une fois, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. C'est la logique du pouvoir. Et tout pouvoir, qu'est-ce qu'il demande? En fait, soyons absolument clairs, il veut des gens qui obéissent, qui soient dociles, et pas, je ne parle même pas d'arriver à la démocratie, enfin, au crédit social à la chinoise, mais quelque part, le pouvoir, tout pouvoir, mais depuis Thucydide et depuis le grec, tend à quoi? Tend à faire qu'il y ait une population de moutons. On est tellement mieux avec les moutons, il ne faut pas nous emmerder. Il est là. Rappelez-vous la phrase de Bertolt Brecht, le grand dramaturge allemand. Il y avait un peuple qui maugréait contre le gouvernement, ça n'allait pas. Et ben, le gouvernement excédé décida de changer de peuple, ou au moins de le dissoudre. Voilà. Là, on est dans une espèce de bac à l'acide, mais à l'acide soft, hein, ça n'avait pas trop de mal, jusqu'au moment où, effectivement, la coupe déborde et il se passe ce qui se passait, c'est pas nouveau. C'était comme ça avant la Révolution, c'était comme ça à des moments, voilà. C'est les phases de l'histoire. Alors, est-ce qu'on est dans l'endormissement définitif? Je ne crois pas. Maintenant, ce sont, comme vous le savez, des événements imprévus. Ça a été la hausse du fioul pour les gilets jaunes en novembre 2018, mais on remarque qu'aujourd'hui, le fioul est beaucoup plus cher que s'il l'était en novembre 2018, et on ne bouge pas. Donc, vous voyez, ça, je crois qu'il n'y a pas de solution, encore une fois, préposée en kit. En revanche, il y a effectivement des prises de conscience, et à un moment donné, je crois qu'elles sont dues à la nécessité. Nécessité matérielle, nécessité morale, nécessité de vivre, nécessité identitaire, et c'est tout cela qui fera qu'à un moment donné, votre fille ne sera plus muette. Merci beaucoup André Berkoff. Je me tourne vers vous Nicolas Vidal pour ce mot de la fin. Selon vous, qu'est-ce qui va réveiller les endormis des urnes? Est-ce que c'est la guerre, la faim, le carburant, ou une prise de conscience, ou un changement de mode de scrutin? C'est une prise de conscience massive, ou du moins d'une grosse minorité, que ce pouvoir, et plusieurs pouvoirs, mais ce pouvoir en particulier, est dans une démarche de la destruction totale du citoyen, concrètement. Et la réalité, c'est qu'il faut toujours le dire, les pouvoirs en place ont toujours eu peur du peuple. Toujours eu peur du peuple. C'est une rhétorique absolue, et à partir de ce moment-là, on verra bien, mais une nouvelle fois, je pense que la hausse du prix du carburant, la hausse des prix des matières premières, peut-être des coupures d'énergie qui vont se faire. Regardez les transports dans les bus scolaires où il y aura 8000 chauffeurs qui ne seront pas pourvus à la rentrée. À un moment donné, tous les gens qui aujourd'hui sont endormis, qui veulent bien rester endormis. Et malgré le récit, malgré le ronronnement de la télévision qui leur dira circuler, il n'y a rien à voir, vous pensez qu'ils vont se réveiller? Je le pense. Je vais envie de vous dire, ils n'auront pas le choix. Quand le gamin ne pourra pas aller à l'école parce qu'il n'y a pas de bus, ils ne pourront plus payer le gaz, il n'y a pas d'urgence. Que le crédit immobilier ne sera pas remboursé, que le crédit sera vide, et qu'on va embaucher des citoyens lambda comme vous et nous, comme enseignants par des job dating. Je pense qu'il y a des gens, sinon ça dépérit, on perd espoir dans la condition d'humanité, dans la condition de citoyen. Donc finalement, on en est là, et c'est très compliqué.
compliqué. Et pour finir, je suis d'accord avec André, on n'a pas la baguette magique, on ne le sait pas. Nous, on est là simplement pour analyser, hors du champ mainstream, hors de la propagande du narratif, et on verra bien ce qu'il en est. Mais il y a fort à parier que tout ça, et je le déplore, se terminera dans la rue et ça terminera très mal. D'ailleurs, Emmanuel Macron a prévu des nouveaux blindés en 90 qui ont été livrés. Voilà. Oui, c'est très intéressant ça. Écoutez, merci beaucoup à vous deux. Merci André Berkoff. Je rappelle le titre de votre livre, Abstention, piège à con, dernier virage avant la démocrature. La démocrature dont vous parlez également, vous, Nicolas Vidal, avec ces chars blindés qui ont été commandés par notre cher président de la République. Je rappelle que vous êtes fondateur de Putsch Média. Merci à vous tous les deux. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.